Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler maintenant du risque obstructif de la staphylographie dans la séquence de Pierre Robin. Donc, notre plan sera classique et on va commencer tout de suite en rappelant les facteurs de risque unanimement reconnus. Donc, pour cela, nous avons fait une étude de la littérature qui nous a permis de rappeler les complications respiratoires post-opératoires les plus fréquentes, qui sont donc l'hypoxie, l'obstruction, les transferts en unité de soins intensifs en urgence, la nécessité de réintubation et la survenue de broncho et de laryngospasme. Le taux de complications, toute population confondue, est globalement stable dans la littérature, et donc par toute population confondue, on entend donc les séquences de Pierre Robin, qu'elles soient isolées ou non, qu'elles soient syndromiques ou non. Dans l'étude de Jackson en 2012, il retrouve un taux de 23%, avec un taux d'obstruction, donc qui sera plus orienté sur notre sujet, de 8,4%. Dans le groupe des séquences de Pierre Robin non syndromiques, ce taux de complications globales, donc comme je l'ai pu vous les décrire juste à l'instant, le taux varie donc entre 4,7 et 8,4%, tandis que dans le groupe de séquences de Pierre Robin syndromiques, le taux s'élève à 36,8 jusqu'à 38,4, comme on l'a retrouvé dans les études de Henriksen et de Takemura. Pour Anthony et Sloan en 2002, 93 patients qui ont présenté des complications respiratoires avaient au moins une autre anomalie congénitale. Donc, il est clairement admis que la dysmorphie typique de la séquence de Pierre Robin, avec l'anomalie de position du muscle lingual, l'hypoplasie mandibulaire, la bascule postérieure de la langue, qui est donc aggravée en décubitus dorsal par la gravité, est un facteur de risque d'obstruction respiratoire post-opératoire. Mais Henriksen, en 2001, nous montre aussi que l'association de malformations crâno-faciales ou trachéales, comme la laryngomalacie et la macrorossie, sont aussi des facteurs de risque. Et l'étude de Costa en 2014 nous a montré que les malformations les plus fréquentes, autres que des malformations crâno-faciales, associées donc à des obstructions respiratoires post-opératoires, étaient des malformations gastro-intestinales, cardiaques et des voies aériennes inférieures. Les facteurs de risque péropératoires, nous les connaissons tous et ils ont été rappelés par Aziz donc en 2009. Il s'agit donc de la position en train des Limbourg associée à l'hyperextension cervicale ainsi que la pression de l'écarteur de bouche donc exercée sur la base de la langue, tout ça qui entraîne une diminution du retour veineux lymphatique, entraînant un hématome, une ischémie et donc un œdème de la base de la langue. Pour cela, certains auteurs proposent donc de retirer l'écarteur de bouche pendant environ 5 à 10 minutes toutes les heures. Ils proposent aussi une association de corticothérapie intraveineuse à des instillations locales en paire et en post-opératoire immédiat. Et enfin, ils proposent de dépister de façon systématique en fin d'intervention la présence d'une ischémie de la base de la langue qui entraînerait donc le maintien de l'intubation orotrachéale et le transfert en unité de soins intensifs pour surveillance. Nos confrères anesthésistes le savent bien, les séquences de Pierre Robin, les enfants porteurs de séquences de Pierre Robin sont à risque d'intubation difficile. Les manœuvres itératives liées à ces intubations difficiles sont responsables d'œdèmes locaux. Et le taux d'intubation difficile dans les groupes 2 et 3 de la classification de Cahouette-Laberge s'élève à 36%. D'autre part, il a été montré que les temps d'anesthésie prolongés ainsi que l'utilisation de curares sans réversion par antagoniste en fin d'intervention sont aussi des facteurs de risque d'obstruction respiratoire post-opératoire. Alors que nous apprend la littérature, on le sait déjà, les antécédents personnels de mauvaise adaptation respiratoire à la vie extra-utérine avec des manœuvres invasives comme la ventilation invasive, l'intubation orotrachéale ou la trachéotomie sont des facteurs de risque d'obstruction respiratoire post-opératoire. Et en revanche, les enfants qui sont traités de façon moins invasive, donc moins intrusive par simple positionnement dans la période néonatale, ont des voies aériennes qui sont certes altérées, mais bien compensées et donc moins à risque d'obstruction. De plus, les enfants qu'on opère de fente palatine sont souvent des nourrissons de petit poids, qui ont donc des voies aériennes supérieures de petit diamètre et qui n'admettent que peu d'œdème et de sécrétion avant la survenue d'un broncho et d'un laryngospasme. On comprend alors logiquement le rôle de la croissance mandibulaire dans l'amélioration de l'obstruction, comme nous l'a rapporté Kiel dès 1998 déjà. Parlons maintenant des différentes techniques chirurgicales.
Delost nous a rapporté le cas d'un nourrisson de 8 mois qui avait présenté un œdème lingual et pharyngé majeur en post-opératoire, qui avait nécessité la réintubation en urgence et intubation qui a été maintenue jusqu'au 5e jour post-opératoire. Il avait utilisé une technique de Furlow. En revanche, dans cette étude, les auteurs mettent bien en balance le rôle des difficultés techniques et la durée prolongée de l'intervention qui avait duré plus de 5 heures. On comprend que les dissections muqueuses et périostées poussées, comme dans les techniques de Furlow de double Z-plastie, sont à risque, entraînent une augmentation des risques obstructifs. Et Anthony et Sloan nous rapportent que c'est notamment le cas chez les patients porteurs d'autres malformations faciales. En revanche, dans la littérature, nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les techniques de Vovardil-Kilner ou de von Langenbeck. Jackson, en 2012, donc lui s'est intéressé à un groupe de 300 nourrissons qui étaient porteurs de fentes palatines, qu'ils aient été dans le cadre d'une séquence de Pierre Robin ou non, opérés donc avec la technique modifiée de von Langenbeck avec squelettisation du pédicule palatin et lambeaux de muqueuse vomérienne. Il n'avait pas retrouvé de risque de différence statistiquement significative sur l'obstruction post-opératoire. En revanche, on avait une tendance très importante à l'augmentation du risque obstructif avec ces techniques. Parlons maintenant de l'intérêt de la polysomnographie chez l'enfant. Donc, la polysomnographie, c'est un examen validé. Il y a plusieurs centres de compétences en France, notamment à Lyon, à Paris sur les hôpitaux Robert Debré et Trousseau, à Lille, et très récemment dans le CHU de Toulouse. C'est un examen donc, qui est donc standardisé, reproductible et qui est dit non invasif. Les enregistrements, vous le savez, ça compose donc l'électroencéphalogramme, myogramme, oculogramme, cardiogramme, la mesure de la saturation, de la respiration et avec une présence d'un capteur de ronflement et de mesure de la position grâce à certaines techniques, notamment mutualisées avec la vidéo. Alors ici, nous avons un enregistrement, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Ça fonctionne, je pense. Donc vous avez en bas en cartouche la vidéo de l'enfant endormi, l'enregistrement donc de tous les enregistrements qui sont sur votre gauche et malheureusement, on ne l'entend pas, mais il y a le son qui permet d'entendre et de sélectionner les parties ronflement. Et donc, les équipes, les techniciens qui s'occupent de réguler tous ces examens analysent ensuite chaque enregistrement de chaque enfant et permettre du coup de sécuriser en quelque sorte l'enregistrement automatique qui a été fait par la machine. Donc, dans l'unité de polysomnographie toulousaine, il y a environ 15 infirmières avec de gros équipements. C'est un investissement qui est lourd dans le sens du matériel, mais aussi du personnel. Les patients proviennent de différents services de pédiatrie et le plus jeune à qui on a réalisé cet examen avait 1 mois et demi. Quelques mots sur le sommeil normal, pour comprendre la polysomnographie. Le sommeil est organisé en cycles, composé de sommeil lent et d'un sommeil paradoxal, qui est aussi dit sommeil de rêve. Cette représentation schématique de la répartition des stades de sommeil est assez intéressante pour différencier la polysomnographie des polygraphies qu'on peut faire en ambulatoire, puisque on sait que les événements respiratoires sont plus favorables arrivés en sommeil paradoxal, qu'on voit de façon plus importante en fin de nuit, et on sait qu'en polygraphie ambulatoire, souvent les électrodes se décollent, et donc on n'a pas la fin du cycle de sommeil. Les éveils physiologiques, donc chaque cycle de sommeil est entrecoupé d'éveils physiologiques qui durent de 1 à 10 minutes et dont le nombre diminue avec l'âge. Ainsi, un nouveau-né se réveille plus souvent qu'un nourrisson, qui lui-même se réveille plus qu'un adulte, ce qui est important à prendre en charge dans l'analyse de la polysomnographie.
Le but de la polysomnographie, c'est donc de définir et de déterminer la présence d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructif du sommeil, qui est à différencier du simple ronflement primaire, dont la prévalence est quand même plus élevée, entre 9 et 12%, tandis qu'elle est seulement de 1 à 3% pour le syndrome d'apnée-hypopnée obstructif du sommeil. On sait que celui-ci est plus fréquent chez les enfants entre 3 et 6 ans et que dans l'immense majorité des cas, il est dû à une hypertrophie adéno-amygdalienne. Les symptômes nocturnes que vous connaissez bien sont listés juste ici. Il est important de ne pas oublier les symptômes diurnes qui sont souvent plus insidieux, comme la respiration buccale ou les réveils difficiles et la fatigue diurne, qui peuvent être responsables de troubles cognitifs ou de troubles de comportement chez l'enfant. Alors parlons des définitions. Chez l'adulte, l'HAS a défini le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil grâce à un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5. Ensuite, on a 3 classes avec une valeur de 5 à 15 pour définir une atteinte légère, de 15 à 30 pour modérée et plus de 30 par heure pour une atteinte sévère. L'apnée correspond à une interruption complète de la respiration ou du débit aérien nasobuccal pendant au moins 10 secondes. Et l'hypopnée correspond à une diminution d'au moins 50% par rapport à un niveau de base ou à une diminution inférieure à 50% avec un aspect de plateau associé à une désaturation d'au moins 3%. Outre-Atlantique, cette définition de l'hypopnée varie un petit peu puisque la réduction est passée de 50% à 30% avec une désaturation d'au moins 4%, ce qui fait que déjà dans la littérature, en parlant des critères de l'adulte, on a un flou et une controverse entre les résultats. Chez l'enfant, là c'est encore différent. L'apnée est définie cette fois-ci par l'interruption de la respiration, mais pendant 20 secondes et non pas 10 comme chez l'adulte, associée ou non à une désaturation d'au moins 3%. Pareil, la définition de l'hypopnée varie puisqu'il s'agit en fait d'un événement respiratoire qui doit durer au moins pendant 2 cycles respiratoires. Et par là, ça peut être des réveils, une hypercapnie, une variation de pression intra-œsophagienne ou des ronflements et des mouvements paradoxaux de la cage thoracique. On le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces événements respiratoires sont plus propices à survenir dans le cadre du sommeil paradoxal. Les sociétés de référence ont donc déterminé la présence d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil pour un index d'apnée-hypopnée supérieur à 1, ce sera une atteinte légère, supérieur à 1,5 pour une atteinte modérée, supérieur à 5 pour une atteinte sévère. En revanche, il est important de montrer que les variations d'événements respiratoires selon l'âge, comme par exemple la fréquence d'apnée centrale qui sont plus importantes chez le tout petit, ne sont pas pris en compte dans la détermination de ces syndromes d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Ce qui fait qu'il persiste toujours un flou dans la littérature sur la définition du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil chez l'enfant. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature avec cette étude d'Albino qui avait recherché, qui grâce à la polysomnographie avait recherché le succès de traitements non opératoires en néonatal. Ils utilisaient dans cette étude un index d'apnée-hypopnée de 19,2, donc répondant alors aux critères de l'adulte. On voit bien la controverse entre la période néonatale et le critère de l'adulte. Le but de cette polysomnographie, ce serait donc de détecter les patients à risque d'obstruction respiratoire haute. Alors certains auteurs comme Costa ont proposé de la réaliser avec l'orthèse palatine en place pour recréer à minima les conditions post-opératoires de la staphylographie. Donc c'est toujours quelque chose qui n'est pas forcément précisé dans les études, savoir si oui ou non, en préopératoire, il y avait l'orthèse palatine en place ou non. Dès 1988, Fried avait utilisé donc la polysomnographie pour étudier la stabilité respiratoire chez des nouveau-nés porteurs de séquences de Pierre-Robin. Et les résultats montraient déjà que c'était un outil fiable d'analyse, puisque les nouveau-nés qui avaient été traités par prise en charge intrusive, c'est-à-dire avec une labioglossopexie, avaient des polysomnographies post-opératoires qui s'étaient améliorées. Costa a repris l'idée en 2014, puisqu'il a voulu comparer l'état respiratoire après staphylographie chez des enfants qui étaient porteurs de séquences de Pierre-Robin
par rapport à des enfants porteurs de fente palatine isolée. Par contre, là aussi, il mettait le cut-off de l'index d'apnée-hypopnée supérieur à 5 pour définir un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive léger, alors que dans la définition qu'on a vue précédemment, ça devrait être supérieur à 1. On a donc déjà une sous-estimation du risque obstructif. Il ne retrouvait pas de différence significative entre les polysomnographies donc pré- et post-opératoires des patients qui avaient fait une complication respiratoire et ceux qui avaient eu des suites simples. En revanche, là aussi, on retrouve une tendance à la réintubation dans les 24-48 premières heures, surtout chez les enfants porteurs d'anomalies congénitales associées, à la différence des patients porteurs de fente palatine isolée ou de séquences de Pierre-Robin non syndromiques. Van Lieshout reprend aussi l'idée, donc cette fois-ci, il a comparé donc, les polysomnographies préopératoires des enfants qui ont eu des complications respiratoires post-opératoires à ceux qui avaient eu des suites simples. Et il a utilisé les critères valides chez l'enfant avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 1. En revanche, on ne retrouve pas de différence significative puisque 10% des patients qui ont eu une détresse respiratoire post-opératoire avaient un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 1 et 12% des patients avec des suites simples avaient aussi un index d'apnée-hypopnée supérieur à 1. Donc notre expérience, si on peut appeler ça une expérience, il s'agit d'un cas qui a été donc une fillette qui a été opérée de fermeture de fente palatine donc dans le centre universitaire de Toulouse à l'âge de 16 mois. Cette enfant avait eu un diagnostic anténatal de retard de croissance intra-utérin. Elle est née à terme à un poids eutrophe par voie basse. Et il y a eu un diagnostic néonatal de séquence de Pierre-Robin syndromique avec, devant des régurgitations et des fausses routes, l'eurétrognatisme associé à la fente et présentait en fait un syndrome de Stickler. Elle avait bénéficié d'une polysomnographie préopératoire à l'âge de 4 mois qui retrouvait la présence de 2 apnées obstructives d'une durée moyenne de 4,69 secondes, soit un index à 0,28 par heure, et la présence de 14 hypopnées obstructives d'une durée moyenne de 3,92 secondes, soit un index de 2 par heure, pour avoir un total d'index d'apnée-hypopnée de 2,28 par heure, soit la définition d'un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil modéré. Elle a été opérée à l'âge de 16 mois puisqu'il s'agissait d'une prise en charge secondaire, une enfant qui nous avait été adressée secondairement. Selon la technique de Bauvardier-Kliner avec des lambeaux de muqueuse vomérienne, les suites opératoires étaient tout à fait simples. Et elle a donc eu sa polysomnographie post-opératoire à l'âge de 18 mois, donc 2 mois après l'intervention, et qui retrouvait 5 apnées obstructives, donc plus étrangement qu'en préopératoire, d'une durée moyenne de 6,85 secondes, ce qui donnait un index à 0,58 par heure, et par contre une seule hypopnée obstructive contre 14 en préopératoire, d'une durée moyenne de 0,17 secondes, soit un index à 0,10 par heure. L'index total d'apnée-hypopnée était de 0,68 par heure et qui montrait du coup l'absence de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Donc finalement, les facteurs extrinsèques, donc préopératoires que tout le monde connaît restent à risque. Les patients syndromiques ou porteurs d'associations malformatives ou d'anomalies congénitales sont évidemment plus à risque. Nous n'avons pas retrouvé dans la littérature de différences significatives selon les techniques chirurgicales. Et la polysomnographie semble être un outil utile de détection de populations à risque, mais on a pu le voir, il s'agit quand même d'une interprétation très prudente devant les conditions de réalisation, devant l'interprétation globale. Il est quand même nécessaire qu'on poursuive notre expérience toulousaine afin de définir un consensus de facteurs de risque pour définir un profil type de patient porteur de séquences de Pierre-Robin qui nécessiterait une évaluation par polysomnographie en pré- et en post-opératoire. Je vous remercie de votre attention.